vous avez ces quelques certitudes. Votre prise de décision concernant qui épouser et quand se marier change radicalement, sans jamais avoir besoin de vivre avec eux, sans jamais avoir besoin de toucher leurs doigts. Eh bien, croyez-le ou non, si une personne vit avec une femme avant le mariage, elle ne découvrira pas non plus. Pourquoi? Pendant que vous sortez ensemble, ce ne sera pas la même chose que le mariage. Et en fait, la cohabitation avant le mariage ne reflète pas toujours la réalité de la vie conjugale. Les gens croient devoir être intimes pour se connaître, mais c'est faux. Partager une idéologie ne nécessite que quelques échanges. La vraie connaissance de l'autre se fait à travers des conversations, pas forcément une proximité physique ou émotionnelle. Premièrement, au début, vous leur avez posé des questions sur leur idéologie. Cela ne se réfère pas à pour qui ils votent ou s'ils sont de droite ou de gauche. L'idéologie signifie leur croyance et pratique selon la Torah. Quel est le rabbin que vous écoutez? Oh, je n'écoute aucun rabbin sauf mon rabbin à la synagogue, donc. A-t-il des conférences en ligne? A-t-il des livres? Non, il donne simplement des conférences une fois par semaine, le Shabbat. Que faites-vous donc le reste de la semaine pour la Torah? Oh non, je n'étudie pas la Torah le reste de la semaine. Cela vous donne déjà une quantité significative d'informations, qu'elle n'est pas investie dans la Torah. Elle n'est pas vraiment intéressée par la Torah. La Torah est plus un divertissement pour elle qu'un mode de vie. Pourquoi? Si elle, toute sa vie, ne sera qu'une heure de Torah, le Shabbat en famille, cela indique une religiosité de circonstance. Mais si elle dit « j'écoute Rabbi XYZ », combien de fois? Tous les jours? Ah, c'est différent, n'est-ce pas? Que pensez-vous de ces enseignements? Comment les appliquez-vous au quotidien? Ces réponses révèlent-ils beaucoup sur l'engagement religieux d'une personne? Si vous connaissez le rabbin, vous aurez une idée, une image claire. Par exemple, Rabbi Yaron Reuven, les gens comprennent que cette personne aime le moussar, la vérité, et ainsi de suite. Ils m'aiment ou pas, mais savent quel genre je suis. C'est mon style, si vous voulez. Par contre, si vous mentionnez d'autres noms, ils diront que ces personnes aiment d'autres choses, peut-être moins axées sur la vérité. Donc, si elle vous dit qu'elle écoute quelqu'un tous les jours, vous connaissez la personne qui vous informe sur son idéologie. Quelle est-elle? À qui posez-vous vos questions? Pour la halacha, cherchez-vous dans un livre ou consultez-vous quelqu'un? C'est un problème sérieux. Que signifie regarder dans le livre? Qui vous a fait posek ou rabbin? Vous n'avez pas de rabbin. Moi, j'en ai un que j'appelle pour mes questions. Lequel? C'est le rabbin local. C'est important d'avoir un guide. Si elle appelle souvent le rabbin pour des questions, cela montre un lien positif. Ces questions d'idéologie révèlent comment elle pratique la vie de la Torah. Est-elle un robot ou un être humain? Cela nous donne un aperçu de son engagement et de son approche personnelle envers la tradition juive. Suivent-ils parce qu'ils doivent le faire? Parce que c'est la famille dans laquelle ils vivent et que s'ils partent, ils sont expulsés de la maison? Ou suivent-ils parce qu'ils le veulent? Sont-ils passionnés par la Torah et les mitzvot et la construction d'une vie juive? Ou sont-ils vraiment plus intéressés par le visionnage de Netflix et Hulu et HBO et des réseaux de télévision en prime time et Oprah Winfrey et le reste des Anuta qui passent à la télévision prétendant aider les gens? En quoi elle ou lui s'intéresse-t-elle? Est-elle intéressée à être comme une Goya ou une juive? Car parfois, les gens disent « je sais que je veux être juif », tout en agissant comme un goy qui regarde Hulu et Boulou et joue à des jeux vidéo, puis ne passe pratiquement aucun moment à étudier la Torah pendant des fêtes. Vous savez, c'est ainsi que la personne est. Cela représente une grande quantité d'informations pour vous. Maintenant, une fois que l'on dispose de ces informations sur l'idéologie, on est déjà à mi-chemin. C'est suffisant pour prendre une décision. La chimie peut être en 5 minutes. Décider si une alchimie existe en 5 minutes. Elle peut être répugnante ou belle. Certaines personnes semblent belles au début. Un élève
Elle est belle, incroyable. Grande alchimie, première rencontre. Waouh, formidable. Mais l'alchimie peut évoluer. Après plusieurs rencontres, les choses peuvent changer, en bien ou en mal. Rencontre amoureuse. Hachem m'a sauvé de cette femme. La vérité est sortie. Elle a des midotes horribles, crie sur tout le monde, sans raison. Bref, parce que qu'on recherche. Il a fallu quelques rencontres pour voir sa vraie nature. Comment y arriver? Une chose que je recommande aux personnes demandant des conseils sur les Shidduchim, c'est d'observer attentivement le comportement de l'autre. Les actions en disent long, vous savez. Après avoir identifié que vous avez une alchimie avec cette personne, que vous partagez une idéologie similaire et que vous êtes très sérieux, vous réfléchissez, vous êtes déjà sortis ensemble plusieurs fois. Cela continue à croître et à s'améliorer de plus en plus. Après avoir eu plusieurs rendez-vous, bien sûr, il n'y a aucune physicalité, aucune intimité, tout est un rendez-vous caché et ainsi de suite. Après quelques rendez-vous, on vous dira qu'il est temps de jouer à la maison. Cela signifie discuter de la vie après le mariage. À quelle heure se lever? Qui s'occupe des tâches ménagères? Combien d'enfants avoir? Qui travaillera? Quand étudier? Aurons-nous une télévision? Ces conversations permettent d'imaginer votre future vie commune et d'aborder les aspects pratiques du quotidien. Nous avons un téléphone fixe et des portables. Cette conversation peut durer longtemps, parfois des années. Je veux 2 enfants. Pourquoi seulement 2? C'est suffisant. J'ai grandi avec une sœur, ça me suffit. Si l'autre répond « Non, je veux 4 enfants », ça devient compliqué. C'est une décision cruciale qui peut affecter toute votre vie future ensemble et votre bonheur à long terme. Il faut en discuter sérieusement. Cassez-vous le chidouche? Non, pas nécessairement. Êtes-vous ouvert à plus d'enfants ou pensez-vous que c'est impossible? Je ne sais pas. C'est une réponse suffisante. Elle pense vouloir 2 enfants pour l'instant. Si vous la rendez heureuse, elle en voudra peut-être 50. En bonne santé, elle en voudra probablement plus. Malheureuse, elle n'en voudra aucun et pourrait même regretter de vous avoir rencontré. Parfois, une personne doit comprendre qu'elle ne peut pas considérer chaque réponse comme la fin du monde. Vous jouez à la maison, et vous commencez à discuter de l'apparence de la vie le lendemain du mariage, car c'est à ce moment-là que la vie devient réelle. Avant le mariage, c'est la fantaisie. Qui paiera la robe, la bague, le gâteau? Tout est un rêve. La vraie vie commence après. Où vivrons-nous exactement? Irons-nous chez vos parents chaque Shabbat? Et si je ne veux pas y aller, pouvons-nous y aller moins souvent? Disons 1 fois par mois? Ou peut-être déménager dans une autre ville, voire un autre pays? Et si j'ai une opportunité professionnelle ailleurs? Déménager dans un autre pays? Me suivriez-vous? Ces questions, vous y réfléchissez ensemble, réalisant vos aspirations et celles des autres. Vous voyez comment appliquer vos idéologies similaires à votre vie. Mais avoir des valeurs communes ne garantit pas de s'accorder sur les limites. Où est la ligne rouge? Vous avez quelques certitudes, mais beaucoup reste à définir. Votre décision sur qui et quand épouser change radicalement, sans vivre ensemble ni se toucher. Pourquoi? Par ce processus de questions et discussions, vous en apprenez plus sur votre futur conjoint que la plupart des hommes mariés sur leur épouse, même après des années de vie commune. Elle en saura plus sur son mari que la plupart des femmes mariées. Pourquoi? C'est une conversation sans intimité, plus claire et honnête. Avec l'intimité, les réponses changent. On pense, si je ne réponds pas comme elle veut, elle ne me donnera rien. Ou, si je dis ce qu'il n'aime pas, il ne me donnera rien. L'intimité altère les réponses. Les gens deviennent plus prudents et moins transparents. Tant qu'il n'y a rien, je peux lui parler librement.
sans retenue. S'il n'aime pas ça, je peux partir sans cœur brisé, sans regret, on ne s'est jamais touché, pas même effleuré. Même si certains exagèrent l'échec d'un shidduch, ce n'est pas si grave en réalité. C'est peut-être important pour eux, mais pas un grand problème pour la neshama, car rien n'a été consommé, ni physiquement, ni émotionnellement. Nous sommes censés être une lumière pour les nations et non suivre leurs pratiques égarées. Rappelez-vous, chaque juif doit se rappeler qu'il est juif et elle est juive. Nous ne célébrons pas les fêtes non juives, même si elles semblent inoffensives. C'est un zilzul, un manque de respect envers la Torah, et cela pourrait mener à un Shilul Hashem, une profanation du nom de Dieu. Rester attaché à notre sainte Torah et à nos propres fêtes, c'est le chemin d'un véritable juif.